Direction l'Île-de-France, dans le sud-ouest de Paris, nous allons dans l'ancienne résidence des rois de France. Un monument parmi les plus remarquables, le château de Versailles. Bienvenue dans notre rendez-vous consacré à la gastronomie et à l'art de vivre. Nous allons vous faire découvrir aujourd'hui un des plus beaux joyaux du patrimoine français et d'ailleurs du patrimoine mondial, le château de Versailles. Le château de Versailles, c'est à la fois un symbole et une arme, le symbole de la puissance du roi naturellement, et puis une arme contre cette noblesse qui s'est souvent révoltée et qui va devenir la cour. Voilà pourquoi tous les actes du roi, du lever au coucher, vont se faire en public devant la cour. Nous allons pénétrer à l'intérieur de ce château de Versailles. Bonjour. Alors, vous avez été ministre de la Culture, vous présidez aujourd'hui le château de Versailles. Et on est ici dans une salle qui était au fond la salle où se tenaient les repas de Louis XIV. La salle du Grand Couvert. La salle du Grand Couvert. C'est là que le roi dînait, alors qu'il déjeunait dans sa chambre. D'accord. Et alors les dîners, comme le déjeuner d'ailleurs, enfin, ça se faisait devant la cour. En effet, le roi déjeunait et dînait en public, de la même façon qu'il se levait et qu'il se couchait en public. Tous les actes de la vie du roi étaient des actes publics. Et donc, une table était dressée pour le roi, des buffets pour les services. Et la cour assistait au dîner du roi qui dînait seul. Qui dînait seul. Il dînait seul, il choisissait ses mets et les autres regardaient. Donc le repas, le dîner et le déjeuner d'ailleurs étaient d'une grande abondance, une suite de services. On préparait beaucoup plus naturellement que le roi ne pouvait manger, mais le roi picorait dans ses services et finalement se composait un repas à son goût, à sa fantaisie. C'est un symbole de quoi? C'est le symbole de la puissance du roi? C'est le symbole de la puissance du roi et le symbole du fait que le roi n'est pas un homme comme les autres. Les autres hommes déjeunent et dînent avec leurs amis ou en famille, tous assis à la même table. Si le roi est seul à table, c'est que c'est une personne sacrée, une personne qui est au-dessus du commun des mortels. Et donc tous les actes de sa vie revêtent une dimension extraordinaire, quasiment magique. C'est la raison pour laquelle le roi dîne et déjeune seul. Ça manifeste la sacralité du monarque. Les cuisines se font où? Elles sont assez loin d'ici? Elles sont près d'ici? Alors les cuisines ne sont pas à côté d'ici. Ici, ce n'est pas un deux pièces cuisine comme vous avez pu l'observer. Donc les cuisines sont très loin d'ici, ce qui fait que la nourriture n'arrive pas très chaude. C'est un peu froid. Ça arrive plutôt froid. Et le déplacement de la nourriture donne lieu à une véritable procession qui est d'ailleurs surveillée par les officiers parce qu'il faut notamment veiller à ce que le roi ne soit pas empoisonné. Alors est-ce qu'on connaît à peu près ce qu'il peut y avoir dans un repas du roi, dans un dîner du roi, dans cette salle du Grand Couvert par exemple? Écoutez, il y avait à peu près de tout. Imaginez que le dîner du roi, c'était comme l'étalage d'un très grand traiteur où vous trouveriez à la fois des viandes rôties, des viandes bouillies, des poissons, des préparations à base de sauce, des entremets, des fruits, des légumes. Le roi raffolait notamment des fruits et des légumes de son potager et notamment des fruits et des légumes quand ils étaient hors saison. Hors saison, oui. On va aller tout à l'heure au potager du roi, oui c'est ça, je crois qu'il avait des fraises en hiver. Il avait des fraises très tôt dans la saison, des cerises très tôt, des figues. Ouais. Les espèces, les variétés de figues les plus méridionales poussaient dans le jardin de Versailles et le roi s'en régalait tout particulièrement. Il aimait également les confitures préparées à partir de ces fruits. Le roi était gourmand, le roi avait un appétit disproportionné. Nous serions effrayés aujourd'hui quand nous faisons un déjeuner avec entrée, plat et dessert. Nous sommes très loin de l'abondance extrême des mets qui constituaient un repas royal au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors cette tradition du repas en public, du repas devant la cour, elle va continuer après ou elle va se perdre un petit peu avec Louis XV? Non, c'est un rituel. Tout le rituel de la monarchie se déroulera, se maintiendra jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. À la fin du XVIIIe siècle, le roi aime de plus en plus se retirer dans ses appartements intérieurs, dans ses appartements plus privés, pour y dîner en famille. Merci beaucoup Jean-Jacques Aillagon. Nous on va continuer notre visite de Versailles, on va aller dans d'autres lieux, on va aller finir aussi au potager du roi. Mais auparavant, pour tous ceux qui ont déjà visité le château ou tous ceux qui voudraient le visiter, on propose une petite visite guidée. Vitrine des savoir-faire et de l'absolutisme sous Louis XIV, Versailles affirme la prééminence de l'art français et étale des prouesses technologiques sans égal.
Ancien relais de chasse édifié pour Louis XIII, le domaine devient à partir de 1662 le plus grand chantier architectural du XVIIe. Cette entreprise à la gloire du futur roi Soleil affirme le pouvoir royal incontesté de Louis XIV. Conservateur au château, Nicolas Milovanik nous présente 4 lieux symboliques. Commençons par la chambre du roi. Ici donc on est dans la chambre du roi qui est devenue telle au tout début du XVIIIe, pendant la plus grande partie du règne. La chambre était en fait juste à côté. Et c'est simplement en 1701 que Louis XIV a décidé de placer sa chambre ici, donc au centre, c'est-à-dire dans l'axe du château. Donc là, il y a déjà effectivement quelque chose de symbolique. Les peintures sont d'origine, c'est assez intéressant puisque les peintures d'origine sont rarement restées en place à Versailles. C'était évidemment le lieu de cérémonies importantes de la cour, comme le lever, par exemple, ou le dîner qui correspondait à notre actuel déjeuner, qui se passait ici en petit couvert, c'est-à-dire le roi mangeant seul à table avec un nombre de courtisans réduit pour assister à ce repas. Considérée comme le chef-d'œuvre de Versailles, la Galerie des Glaces. Elle est le symbole de la puissance de la monarchie absolue. Sa construction commence en 1678. Les glaces, c'est évidemment ce qui a laissé son nom à la galerie. Il y a 17 arcades avec au total 357 panneaux de glace, les glaces biseautées. Il s'agit d'art total, donc on a un décor de marbre, un décor de pilastres avec des bases de bronze, des chapiteaux de plomb et puis un décor peint, donc un décor qui part depuis le parquet jusqu'à la voûte. Donc c'est vraiment le moment, je dirais, privilégié, le moment le plus fastueux de Versailles. 5e chapelle du château, la chapelle royale consacrée à Saint-Louis, est construite par Jules Hardouin-Mansart. Elle sera le haut lieu où seront chantés les Te Deum à l'occasion des victoires militaires et où seront célébrés mariages et naissances. Cette chapelle, pour la caractériser vraiment en quelques mots, c'est déjà une apothéose du marbre, marbre de couleur sur le pavement, vraiment une véritable symphonie du marbre. Et puis cette pierre, importance de la sculpture, omniprésence de la sculpture qui anime la pierre, ces vastes colonnes pour le niveau supérieur. Et puis la peinture de la voûte qui est aussi extraordinaire par 3 artistes, Jouvenet, Antoine Coipel et Lafosse, qui ont peint la touche directement à l'huile sur l'enduit de la voûte. La science et l'art ont donné naissance à l'un des plus beaux monuments de l'histoire française. Versailles aura nécessité plus de 50 ans de travaux démesurés. Alors on va avancer dans le temps, on va passer sous le règne de Louis XV. Et je rejoins Raphaël Masson. Bonjour, vous êtes conservateur au château de Versailles. Alors, en effet, avec Louis XV, c'est un peu la naissance de la salle à manger. C'est l'apparition de la salle à manger à Versailles, parce que même si Louis XV continue à sacrifier au rituel du repas pris devant la cour de temps en temps, il se fait très vite aménager plusieurs salles à manger successives et surtout commander une vaisselle assez extraordinaire dont on a récupéré après la Révolution quelques exemplaires. Quelques exemples. Voilà. Donc là, on est, je disais, quelque chose de plus intime. C'est pas des petites salles à manger, mais enfin, on n'est pas obligé de déjeuner ou de dîner devant tout le monde. Alors c'est la dernière salle à manger que Louis XV se fait aménager à Versailles, donc on est en 1769, donc on est 5 ans avant la mort de Louis XV, et cette dernière salle à manger, qui a quand même des proportions respectables, servira également pour Louis XVI, qui y prenait ses soupers, qui faisait ses soupers de retour de chasse, ou des soupers un peu plus importants, puisque là on a un certain nombre de chaises qui sont également revenues à Versailles, et il y en avait 80 qui avaient été commandées. Donc quand même, une cinquantaine. Alors Raphaël, cette salle à manger s'appelle la salle à manger des Salles Neuves? Alors la salle à manger aux Salles Neuves, c'est l'expression consacrée. Mais pourquoi? Parce que ce sont des nouveaux cabinets, des nouvelles pièces que Louis XV fait aménager en 1769. Voilà. Mais un autre nom. Alors sous Louis XVI, on l'appelle aussi la salle à manger des porcelaines, parce que Louis XVI était très amateur des biscuits de Sèvres, ces petites statues en pâte de porcelaine, et tous les ans, il se faisait livrer les nouveautés de la manufacture et les exposait dans cette pièce. Est-ce qu'on sait si les repas de Louis XV puis de Louis XVI étaient
aussi copieux que ceux de Louis XIV? Alors, sous Louis XIV, c'est le choix qui est très varié. Oui. On sait que Louis XIV mangeait beaucoup. Louis XV avait un grand appétit, aussi, puisque les mémorialistes souvent ont rapporté qu'il dînait ou soupait en grand couvert avec la reine et retournait souper dans ses petits cabinets après. Donc il mangeait assez bien aussi, et Louis XVI aussi. Les Bourbons ont toujours eu très bon appétit. Et puis, il paraît qu'il y a aussi une recette de chocolat. Alors, ça, c'est une tradition aussi, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment Louis XV qui l'a mise au point. En tout cas, on la lui a attribuée. Et la recette existe toujours? Oui, la recette, nous la connaissons. On la connaît toujours. Bon, on va préparer peut-être le chocolat à la Louis XV, alors on va dire ça comme ça? Allons-y. Allons-y. L'idée, on prend du chocolat qu'on fait fondre, et moitié chocolat, moitié eau, vous voyez, c'est la même quantité. Alors, on va essayer de verser ce chocolat, là, comme ça, voilà. La même quantité d'eau, je faisais très attention parce que c'est quand même du mobilier historique qui est là. Voilà, alors on remue avec ce fouet. Et la grande particularité de cette recette de chocolat, c'est qu'on y rajoute un jaune d'œuf. Hein, le jaune d'œuf, oui. Alors, hop, voilà, on va laisser partir le blanc. C'est ça que j'ai montré que j'ai fait ça toute ma vie. Hein. Ah oui, c'est parfait. Hop. Hop, un petit peu le jaune là, et on remue encore. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On goûte ça? On va les goûter. On va goûter. Allez-y, je vous le laisse faire. Hein. Alors moi j'ai une petite cuillère aussi. Est-ce que c'est bon? C'est très bon. C'est bon? C'est très bon. C'est pas mal, il ne faut pas désespérer. Hein. C'est très bon. Ben, bravo pour la recette de Louis XV. Mais nous avons quitté le château, nous sommes maintenant au potager du roi. Et le potager du roi, c'est l'œuvre de cet homme qui s'appelle Jean-Baptiste Lacatini. Jean-Baptiste Lacatini, c'est pas un jardinier, c'est un avocat. Et pour les besoins de ses études, il va voyager en Europe, et notamment en Italie. C'est de là qu'il va ramener cet amour, cette passion et cette science des jardins. Et quand Louis XIV va vouloir un potager, évidemment, il va faire appel à Lacatini, qui va commencer ses travaux en 1678. On va donc parler de ce potager du roi, et pour ça, je vais rejoindre son responsable actuel, Antoine Jacobson. Alors Antoine Jacobson, quand on se promène comme ça dans ce potager du roi, est-ce qu'on peut imaginer ce que voyait Louis XIV, ou est-ce que c'est très différent de ce que c'était à l'époque? La structure fondamentale du jardin est toujours la même. C'est la même. Il y a toujours le grand carré dans lequel nous sommes, le bassin derrière nous et 16 carrés. 16 carrés. 16 carrés. Où on cultivait à peu près tout, non? On cultive à peu près tout aujourd'hui et à peu près tout à l'époque, mais avec quelques différences. Alors, à l'époque de Louis XIV, ce qui est intéressant, c'est que, au fond, il voulait avoir tout sur sa table, et quelle que soit la saison. Il veut tout sur sa table, et je pense que l'idée de quelle que soit la saison est liée en quelque sorte au symbole de sa propre puissance. C'est ça, je suis le roi soleil, je peux tout, même avoir, voilà. Je sais pas, des fraises en plein hiver. Exactement. Qu'est-ce qu'on trouvait de très particulier sur la table de Louis XIV, des choses assez inouïes, qui venaient du potager notamment? Il faudrait qu'on change totalement du lieu dans le jardin pour que je puisse vous montrer des figuiers, oui, des fraisiers. À cette époque-ci, c'est un peu trop tard, mais j'aurais pu vous montrer des petits pois, des radis, des salades. Ça, c'est en pleine saison pour nous aujourd'hui. Ça, c'est des choses que le roi aimait et qu'il retrouvait sur sa table. Retrouvait sur sa table, quelle que soit encore une fois la saison. Hein. Voilà. Et alors, ce qui est assez fascinant, c'est que ce lieu-là sur lequel se trouve le potager du roi, ça s'appelait, je crois, avant que les travaux ne commencent, l'étang puant. C'est-à-dire que c'était quelque chose sur lequel on ne pouvait rien faire. Lacatini n'en voulait pas. Ah. Hein, lui, s'il avait pu mettre le jardin ailleurs, il aurait mis le potager ailleurs. Il y a des avantages et des désavantages. Donc c'était l'étang puant, c'était un marais, c'était la cloaque de la ville. Et ils ont fait un jardin. Pour faire le jardin, ils ont fait des énormes travaux de drainage. Ils ont amené beaucoup de bonne terre. C'est un avantage. C'est un avantage parce que la terre ici est fraîche. On n'a pas de problème d'eau. Il y a de l'eau dessous. Le problème, c'est que pour nos fruits et pour nos légumes qui ont besoin de terrain bien drainé, c'est pas toujours très évident. Et ça a été fait là à cause de la proximité du château, c'est ça? Alors, on est exactement où on devrait être pour un jardin potager fruitier du XVIIe siècle. C'est-à-dire juste au sud du château, pas loin des grands communs, les cuisines, pas loin des écuries pour le fumier. Oui, c'est ça, il faut prévoir tout ça, il faut que ça soit pratique au fond. C'était prévu pour être pratique. Je ne peux pas dire que c'était prévu pour être rentable. Non. Mais pour être pratique, pour produire pour la table, pour être innovant, pour représenter la France, ça l'a été et j'espère que ça l'est toujours. Alors plus tard avec Louis XV, on va aussi trouver des choses assez extraordinaires. Il y a le café qui arrive, il y a l'ananas. Alors
La Quintini était déjà intéressée par les produits exotiques, mais il n'avait pas nécessairement les mêmes moyens. Et le café et l'ananas vont arriver après lui et seront cultivés ici à partir des années 1730. D'accord. Si les dires sont exacts, et j'aimerais bien encore faire les recherches nécessaires pour le prouver, mais il semblerait que le premier ananas à fleurir et à produire un fruit en France serait dans ce jardin dans les années 1732-1733. Dans ce potager du roi. Il y en a toujours aujourd'hui? On a encore quelques plants d'ananas, mais pour le moment, nous n'arrivons pas à les faire produire des fruits comme on voudrait. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que ce jardin potager de Louis XIV, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un élément de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on lie la tradition et puis le modernisme. Alors, je pense que c'est un lieu de biodiversité, mais il faut le comprendre. C'est un lieu de biodiversité parce qu'on a énormément de variétés fruitières et de variétés légumières, plus de 400 variétés fruitières, plus de 400 variétés légumières. Mais ça n'est pas nécessairement tant que ça, parce qu'il y a relativement peu d'espèces. D'accord. Par contre, j'aurais envie d'ajouter que la biodiversité, c'est pas juste quelque chose qu'on maintient, qu'on conserve, c'est aussi quelque chose qu'on crée. Et ça, c'est quelque chose qu'on continue à faire ici aujourd'hui, c'est-à-dire on plante des nouvelles variétés, on garde des anciennes et on plante des nouvelles. Vous gardez la curiosité qui était, qui est héritée de la Quintini, quoi, au fond, hein. Vous êtes les héritiers de la Quintini. Merci pour cette visite, Antoine Jacobson. Et alors donc, il faut dire aux gens, venez ici, vous pouvez non seulement visiter, vous pouvez ensuite acheter des fruits, des légumes, hein, et vous faire des bons plats chez vous. Voilà, je suis devant la grille du potager du roi. C'est cette grille qu'utilisait Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, même quand il venait se promener au potager du roi. C'est l'une des dernières grilles en état de Versailles. Il y en a beaucoup qui ont été fondues sous la Révolution. Voilà, cette émission est malheureusement terminée. On salue Louis XIV, on salue Versailles, on salue le potager du roi. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous gastronomie et art de vivre. Salut!